LCF. Bienvenue sur Radio LCF, c'est l'heure de Chine Express, le MAG. Aujourd'hui, on parle art contemporain chinois et marque occidentale. Cette relation complexe, un terrain de confrontation. On va se poser la question de qui sont ces nouveaux artistes de la scène artistique chinoise, qu'est-ce qu'ils expriment, quelle interaction avec ces marques occidentales. Pour en parler, nos invités, Jérôme Sens, donc critique d'art, commissaire d'exposition, cofondateur du Palais de Tokyo. Vous avez dirigé l'Ulan Center for Contemporary Art à Pékin de 2008 à 2012 et vous ethl'auteur de nombreux ouvrages, dont China, The New Generation avec Jean-Marc Decroix. Bonjour. Bonjour. Catherine Becker, philosophe ethnologue, vous avez créé la société d'études et de consulting Métis Jujing à Shanghai. Vous accompagnez les marques, surtout occidentales, dans des pays à forte mobilité, avec un focus particulier sur la Chine, pays que vous connaissez très bien. Vous êtes l'auteur de la marque Rouge, un miroir de la société chinoise entre art contemporain et marque. Bonjour. Bonjour. Alors, la Chine a plus de 7000 ans de culture et de civilisation. Les États-Unis n'en ont que 200. Les Chinois sont presque 1,4 milliard aujourd'hui. Est-ce qu'à votre avis, les grands artistes de demain seront chinois et comment ? Je vois Jérôme, alors je vous laisse la parole, Jérôme. Très bonne question. Je pense qu'on peut déjà répondre que c'est déjà le cas. On ne peut plus penser aujourd'hui à un projet culturel, quel qu'il soit, dans aucun domaine sérieux, qu'il s'agisse de musique, de cinéma, de littérature, d'art contemporain. Il n'est plus possible d'envisager quoi que ce soit aujourd'hui sans avoir la présence d'acteurs de ce territoire-là. Il y a 20 ans, cette question aurait été posée. Personne n'aurait cru la possibilité, effectivement, d'une effervescence culturelle. Depuis l'ouverture de la Chine jusqu'à aujourd'hui, on est aujourd'hui la 3e génération d'artistes qui se sont imposés déjà sur une scène non seulement régionale, mais déjà internationale. Donc aujourd'hui, que vous alliez au Guggenheim à New York, que vous alliez en Europe dans les grandes institutions, la plupart de ces institutions pensent aujourd'hui inéluctablement avec le modèle chinois. Je vous rappelle que le Centre Pompidou essaye depuis une décennie de s'implanter en Chine, et ça va se faire normalement l'année prochaine, au printemps prochain. À Shanghai. Absolument. Ouais. Vous avez le LACMA qui est en train de s'installer également à quelques encablures de cette institution. Vous avez le Guggenheim qui essaie de s'installer. Il y a une rumeur qui aujourd'hui à Pékin comme quoi le Guggenheim aurait envie de s'y installer. Donc aujourd'hui, ce phénomène est déjà enclenché. Et c'est plus possible aujourd'hui, encore une fois, tous les marchands, tous les galeristes, des artistes contemporains internationaux qui, jusqu'à présent, faisaient la moue sur la scène chinoise, pensant que les Chinois ne s'intéressaient qu'à la Chine et que c'était un autre monde qui, finalement, les intéresserait pas du tout. Aujourd'hui, on a vu depuis le printemps dernier, avec la dernière foire d'art contemporain à Hong Kong, qui s'appelle Art Basel Hong Kong, dont la mère de cette foire est née à Bâle, comme son nom l'indique, eh bien, vous aviez là tous les ténors de la création contemporaine, tous les ténors du marché de l'art contemporain international qui étaient présents sur ce rocher, Hong Kong, regardant la Chine, avec un intérêt non dissimulé. Donc aujourd'hui, on est passé à une phase complètement différente, où ceux qui étaient résistants, ceux qui avaient encore un doute il y a quelque temps, sont aujourd'hui déjà présents pour essayer d'y trouver des développements possibles, pour essayer d'y trouver quelques acteurs avec qui ils pourraient partager une aventure. Donc aujourd'hui, c'est une tout à fait autre période dans laquelle nous entrons. Bon, Catherine Becker, donc vous habitez depuis longtemps en Chine, vous faites beaucoup aussi la navette entre la France et la Chine. Merci d'ailleurs d'avoir trouvé un petit moment pour venir nous voir. Vous accompagnez ces marques, beaucoup de marques occidentales dans leur implantation en Chine. Mais du coup, vous regardez beaucoup ce qui se passe sur le territoire. Qu'est-ce qu'ils expriment, ces artistes chinois ? Alors, on parle de 3 générations. Quand est-ce qu'ils ont commencé à s'exprimer ? Sur quoi ? Comment ? Oui, ce qui est intéressant, puisque vous posez la relation entre l'art contemporain et les marques, c'est vrai que c'est à la fois paradoxal et évidemment maintenant complètement convaincant de poser ce type de relation. Parce qu'au début, justement, si on pense à la première génération d'artistes chinois, clairement, il y avait un chiasme total. Les grands artistes contemporains, les grands artistes de cette première période sont sortis de Chine au moment
ou dans les années 79, 80, et puis évidemment avec l'ouverture, avec l'ouverture après 89, etc., où les marques internationales sont arrivées. Mais au moment où on pensait la croissance de la Chine, on pensait aussi l'expulsion de ces artistes qui souvent racontaient justement la mémoire de la Chine et racontaient les traumatismes de la Chine et tout ce que la Chine de la croissance ne voulait pas entendre. Et puis, après ce premier mouvement, on est arrivé à un second mouvement, effectivement, où les Chinois, on va dire globalement, le gouvernement chinois et le pays, ils ont fait quand même très très fort parce qu'ils ont compris que cette mémoire, plutôt que de l'évacuer, puisque cette mémoire était le cœur du travail des artistes chinois, on allait la mettre au centre de l'économie. Et les marques finalement ont beaucoup travaillé main dans la main avec des grands artistes chinois et continuent. La nouvelle génération continue amplement. Et que ce travail, la main dans la main, avec un art contemporain, comme le disait Jérôme, qui est vraiment au cœur du marché, au cœur de ces grandes foires internationales et qui devient un réquisite. Et alors, cette troisième génération dont vous parlez, ils expriment toujours, ils racontent toujours cette mémoire, ou on est passé à autre chose ? Avec cette troisième génération, vous passez d'un univers qui était auto-centré à une situation totalement différente, qui est totalement exogène. Et c'est-à-dire que c'est une génération qui a eu la chance de se développer avec l'accès à l'information, avec l'accès aux déplacements géographiques, qui pour la plupart ont étudié à Los Angeles, à New York, en Allemagne, parfois même en France, et qui reviennent en Chine et qui ont donc une autre histoire que celle qu'avaient leurs parents, qui étaient dans les années 80, qui effectivement n'avaient pas la possibilité de bouger ou avoir accès à l'information. Donc aujourd'hui, c'est une génération qui est complètement globale, qui est capable de parler, de vous parler et d'accéder à la communication, au partage et l'échange à un niveau mondial, et qui ont cette dimension locale, mais qui est sous-jacente. C'est-à-dire que c'est plus du tout ce principe qui est mis en avant. Ça les intéresse plus du tout. Ils posent la question de leur génération, qui est jusqu'où ça peut aller, jusqu'où cette ouverture peut aller, quels sont les problèmes justement économiques, la fluctuation économique globale et non pas que chinoise. Donc ils sont dans des réseaux plutôt, des rhizomes qui sont des rhizomes partagés, si vous voulez. Ce qui n'était pas le cas avant, c'était un peu des artistes qu'on regardait avec intérêt, mais il y avait un côté un peu cliché sur la Chine d'une autre époque. Aujourd'hui, ces clichés ne fonctionnent plus du tout avec la vitesse avec laquelle va la Chine. On est passé à la V.2 avec cette génération. C'est un peu ce qu'on appelle ces hybrides culturels, c'est-à-dire ils sont partis à l'extérieur de leur pays natal, ils sont imprégnés de justement cette mondialisation et reviennent peut-être aussi pour faire mieux le lien entre la Chine et le reste du monde. Je ne sais pas, Catherine, vous qui justement dans votre société, vous travaillez j'imagine aussi avec ces profils-là. Oui, on travaille beaucoup avec le mouvement dans ce sens-là, mais ensuite il y a toujours aujourd'hui quand même le mouvement encore dans l'autre sens, c'est-à-dire quand on voit effectivement que Ai Weiwei va faire une exposition à Marseille où il va raconter à la fois une certaine mémoire de la Chine, une mémoire de son père, donc du voyage déjà, et puis effectivement une mémoire, entre guillemets, d'un certain monde occidental. Donc où effectivement, ce qui est intéressant aujourd'hui dans cette troisième génération, c'est tous les mouvements absolument dans tous les sens, et qu'il n'y a plus de centrisme, effectivement, ni sur l'Occident, ni sur la Chine. Jérôme Sens, vous avez dirigé donc le centre Ullens à Pékin de 2008 à 2012 et en 2008 il y a eu une exposition assez gigantesque, celle de Dior à Pékin. Vous, Catherine, vous en parlez également dans votre livre. Racontez un peu nous comment ça s'est passé et qu'est-ce que ça voulait dire de diriger ce centre d'art contemporain. Parce que c'était une aventure qui était assez belle parce qu'il y avait, à cette époque-là, le monde a vraiment changé. Aujourd'hui, en parler, ça paraît même improbable. Mais c'était une époque où il n'y avait que des musées d'État, de villes, de régions. Et comme un peu dans nos pays, c'est des organisations publiques, c'était un peu compliqué. Et il n'y avait pas de direction artistique dans ces institutions. Même s'il y avait beaucoup d'expositions, ça pouvait aller de choses modernes à des choses classiques, à des choses très contemporaines. Donc c'était un peu compliqué à suivre ce rythme. D'autant que
la programmation était parfois faite à un rythme complètement improbable. Parfois, les artistes avaient des expositions de 15 jours, d'une semaine, d'un jour. Donc, pas comme ici où on reste pendant plusieurs mois voilà, donc, à l'affiche. L'UN Center for Contemporary Art voulait apporter à la Chine en fait un lieu, le premier qui pouvait donner des conditions dites internationales à des artistes sur place. Les Ulenz et moi-même, on voulait redonner à la Chine ce que la Chine nous avait donné et de faire en sorte que ça veut dire quoi, ce que la Chine nous avait donné? C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être connecté avec la Chine depuis le milieu des années 80 grâce à des artistes qui sont arrivés hors de Chine et avec qui j'ai été très proche, avec qui j'ai développé un travail, une proximité, une amitié et que j'ai accompagné pendant plusieurs décennies. Et ceci, au départ, ça vous paraît anodin, parce que c'était à une époque où le monde se voyait uniquement entre New York, Cologne, Paris et Milan. Donc c'était un milieu très restreint. Et tout d'un coup, eux posaient des questions qui aujourd'hui paraissent complètement absurdes, qui revient à celles que vous me posiez au départ. Mon ami Shenzhen me posait la question en 1985. Est-ce que tu crois qu'un artiste chinois a le droit d'exposer dans votre monde occidental? Aujourd'hui, une question pareille, complètement saugrenue. À l'époque, elle était complètement signifiante. Il me disait, mais à part des artistes afro-américains comme Basquiat, il n'y a aucun artiste de couleur dans votre milieu. Il n'y a aucun curateur de couleur dans votre milieu. Il n'y a pas de journaliste dans vos télévisions, dans vos radios, dans la presse écrite. Il n'y a aucun journaliste de couleur. Crois-tu qu'un artiste comme moi, qui vient d'un autre monde, d'une autre culture, a une chance dans votre monde qui est très organisé et où il n'y a pas de place pour nous? Donc, encore une fois, ce monde a complètement évolué, changé et tout va très vite. Donc, ce lieu, à l'époque, essayer d'enregistrer justement les énergies qui se développaient, mais qui n'avaient pas les moyens de montrer correctement leur travail et de montrer non pas une pièce rapidement, mais un certain nombre d'œuvres ensemble pour montrer un corpus cohérent d'un artiste. Et c'est comme ça qu'on a voulu montrer, non pas que les artistes chinois, mais les artistes chinois en dialogue avec leurs homologues internationaux. D'accord, c'est ce que j'allais... voulu développer tout le contexte, ceux qui autour, tous les acteurs qui autour essaient de faire des choses. On a essayé d'être une sorte de plateforme ouverte de dialogue entre notre lieu et ce qui existait autour. On a réussi à l'époque, grâce à l'aide du maire du district de l'époque, à sauvegarder tout le quartier de 7-9-8, qui est un quartier absolument exceptionnel, conçu par des architectes d'Allemagne de l'Est, du Bauhaus, des derniers architectes de ce style-là, et 1 kilomètre sur 1 kilomètre. C'est entièrement des anciens entrepôts, donc, usines. Éviter la reconstruction. Voilà. Et ça fait être rasé, en fait, par notre présence et celle d'autres, mais comme on faisait beaucoup plus de bruit, qu'on était une sorte de caisse de résonance de ceux qui étaient sur place, eh bien, le maire a compris qu'il y avait là la possibilité de faire quelque chose, et c'est devenu progressivement l'un des sites touristiques incontournables de Pékin, où les gens viennent se balader le week-end, viennent faire du shopping, ils peuvent avoir des expositions, et ainsi de suite. Donc c'est une aventure incroyable. Donc en 2008, quand j'arrive juste avant les Jeux Olympiques, c'était un monde assez particulier. Vous connaissiez donc bien la Chine déjà, des artistes chinois? Je connaissais surtout la Chine vue de l'extérieur par ses amis chinois qui vivaient autant aux États-Unis, en Allemagne, en France, et avec qui j'ai passé tellement de moments qu'en fait, quand je suis arrivé en Chine, d'abord en 2005 et ensuite en 2008, je n'avais pas du tout l'impression d'être dans un pays qui était inconnu. Et je me suis senti tout de suite comme un poisson dans l'eau. Grâce à ce tissu d'amitié forgé pendant presque 30 ans, j'arrivais pas seul avec mon cartable dans un pays où il n'y avait pas de lien du tout. Donc c'était très précieux, en fait, tous ces liens avec ces artistes. Et rapidement, on est devenu un des lieux les plus lisibles, les plus visibles, non seulement localement, mais internationalement parlant. Et c'est ainsi que, très vite, Bernard Arnault a voulu faire une exposition en Chine, était très précurseur à l'époque, et il voulait au départ faire une exposition sur l'histoire de Dior de 1947 à aujourd'hui. D'accord, donc l'idée part de Bernard Arnault. Qui voulait trouver un lieu à Pékin pour ça. Et moi, je lui explique au départ, je ne suis pas un musée de la mode, on est un musée d'art contemporain. Et donc, en discutant avec lui, on se met d'accord que c'est pas possible de montrer juste
des pièces de haute couture, jamais montrées, même en France ou ailleurs, ça ne suffisait pas. Avec l'histoire de cette grande maison, aussi grande soit-elle, n'intéresserait jamais autant le public chinois que si elle était connectée avec eux. Donc j'ai proposé immédiatement que la plupart des grands points de la marque soient repris par des artistes contemporains chinois des années 80 à aujourd'hui et retravaillent ces points comme si la Chine regardait ces grands éléments iconiques de la marque. D'accord. Et ce qui fait que ça a été une exposition tout de suite complètement remarquée par la Chine et qui est devenue une sorte d'élément important, c'est que pour une fois, ce n'était pas une exposition d'une marque qui vient de manière post-coloniale dans un pays, surtout dans un pays émergent qui n'a pas du tout la même culture, s'imaginant que leur histoire, aussi glorieuse soit-elle, pourrait intéresser quelqu'un. C'est le problème que très souvent on a, et on en parlait précédemment ensemble, c'est que les marques oublient que, sorties de leur petit précaré, personne ne sait ce que ça veut dire. Et c'est pas parce qu'on va donner les racines de la marque que les gens vont s'extasier devant. C'est trop loin de la réalité, et surtout de la réalité du monde d'aujourd'hui, qui est un monde différenciant, d'un monde digital, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il faut que les marques fassent attention à se reconnecter au tissu local, et non pas juste s'importer ou s'exporter. Et encore plus en Chine. Ouais. Catherine, vous y étiez à cette exposition. Enfin, en tout cas, vous en parlez. J'en parle. Effectivement, j'ai vu après le magnifique catalogue qui a été fait sur l'exposition, mais je ne l'avais pas vu en direct. Effectivement, je suis arrivée après. Enfin, j'allais souvent en Chine et j'aurais pu la voir, mais en l'occurrence, je ne l'avais pas vue à l'époque. Et vous, je pense que ça vous parle d'autant plus puisque vous êtes vraiment au cœur de ça. C'est-à-dire quand une marque occidentale, que ce soit un Dior, un Louis Vuitton ou un Chanel, vient et vous demande comment communiquer pour vendre tel ou tel produit sur le marché chinois, je pense qu'on est vraiment là-dedans. Donc, comment raconter son histoire à cette autre histoire qu'on a en face. Oui, mais ce que disait Jérôme allait plus loin, je trouve. C'est que c'est pas une histoire d'adaptation. C'est pas se dire Dior va s'adapter à, etc. Non, c'est essayer de trouver. Il y a des génies, il y a une alchimie extraordinaire au cœur de ces immenses marques, que sont par exemple, si on prend Dior et Chanel. Et en réalité, c'est retrouver comment des artistes d'une certaine culture, avec une certaine sensibilité, comment ces artistes vont être capables vraiment de revivre de l'intérieur ces marques en question et vraiment les revisiter, les faire revivre, leur redonner sens. Là, vous parlez des artistes chinois. Oui, des artistes, des artistes chinois en particulier, parce que ce mouvement-là qui existe partout au monde, tout ce qu'on met derrière capitalisme artiste, socialisme de marché artiste, etc., qui existe partout, mais spécialement fort en Chine et certainement spécialement intéressant. Et c'est vrai que cette exposition Dior, c'est vrai que je la cite beaucoup dans tout ce que j'écris, parce que c'est remarquable de voir que les artistes n'ont pas cherché à être dans l'illustration, dans l'adaptation, etc., mais vraiment comprendre de l'intérieur. Et que quand Hang Ruan fait cette grande poupée là, dont il raconte que elle est immense, elle raconte le malaise d'une société face à une autre, et que ce malaise, il y en a la reproduction dans mon livre, qui montre que c'est de l'intérieur qui voit le rapport du luxe à la société contemporaine. Et pour cause, dans la société chinoise, on se rend bien compte à quel point les marques ont cherché à modeler le nouveau consommateur chinois de luxe en le comprenant comme le nouveau, quand c'était fait de façon très cliché, très caricaturale au départ, le nouveau parvenu, etc. Et que les Chinois ont été capables de repartir beaucoup plus fort et beaucoup plus loin, sortir de ce schéma pour montrer que les marques, ils allaient s'en servir. Ils allaient s'en servir d'abord pour construire leur société, pour construire cette classe moyenne, et puis ensuite la déconstruire quelque part et retrouver le rôle de l'individu dans cette classe moyenne. Ce que font les marques aujourd'hui.
en cherchant vraiment à montrer qu'elle s'adresse vraiment à l'individu dans toute sa sensibilité aujourd'hui en Chine. Et justement, il n'y a pas tant de lieux en Chine où on peut s'exprimer, on peut se faire plaisir, on peut se faire du bien. Et les marques sont un lieu où on s'apporte cette part d'imaginaire, d'évasion, de confort de soi. Et donc, vous en parlez beaucoup comme... Ça devient un endroit de pacification et au début, ça a été beaucoup un lieu, les marques, pour monter dans cette société où il fallait toujours plus monter au point de vue social, et ça répondait, ce que je dis, en montrant que tous les courants en Chine ont toujours cherché à montrer comment on finissait dans cette société de mérite à arriver une étape plus loin. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus ce regard sur soi. Et les marques fonctionnent beaucoup mieux en Chine que dans la plupart des pays du monde. Donc on affiche beaucoup moins. On affiche beaucoup moins. Ça veut pas dire que ça n'existe plus. Bien sûr que ça existe encore en Chine et comme partout ailleurs dans le monde qu'on affiche. Mais le rôle des marques comme façon de supporter, de lutter contre le stress, que ce soit dans les marques d'alcool, dans les marques de mode, dans les marques de luxe en général, que ce soit des moyens de se sentir bien avec soi-même, c'est certainement ça la grande direction des marques aujourd'hui. Et les marques chinoises dans tout ça Les marques chinoises, il y en a évidemment de plus en plus. Dans tous les domaines. Il n'y a pas encore de grandes marques de luxe chinoises. Enfin, il y en a dans les bijoux, mais... Chow Tai Fook, des gens comme ça. Oui, c'est ça. Et donc, dans chacune, il y a quand même des grandes marques de créateurs qui appartiennent donc évidemment au luxe et là qui reprennent vraiment beaucoup les canons d'une esthétique très hyper contemporaine, mais retravaillée de toute une culture, etc. Ça, c'est sûr que ça existe, mais ce qui existe quand même beaucoup, c'est comment les grands groupes chinois rachètent des marques occidentales et les retravaillent de l'intérieur. C'est quand même ça le grand mouvement. Et à la fois, on parlait il y a peu d'une grande marque française. Là, pour le coup, on est sur un autre type de marque, le Club Med. Et on se demandait justement, est-ce que le Club Med reste français ou chinois? Et pourtant, je pense que dans leur politique, c'est très important de toujours incarner cet art de vivre à la française, tout en s'adaptant à la Chine et aux pays dans lesquels ils s'implantent, mais et tout en ayant cet actionnariat majoritaire, principalement chinois. Je pense que là-dessus, il faut que les personnes qui travaillent dedans soient françaises. Je sais plus. Je pense que j'ai passé ma vie à savoir répondre à ce genre de questions. Aujourd'hui, je pense que, comme on dit pour les artistes, la troisième génération, on est clairement dans du global. On est clairement dans du global, et ce qui ne veut pas dire que ce global n'est pas extrêmement culturel. Ça ne veut pas dire qu'on est dans un tout globalisé, mais ça veut dire qu'il n'y a plus d'opposition entre les genres et que l'art de vivre à la française, il a intérêt à être vraiment, à répondre exactement à ce que veut cette jeune bourgeoisie chinoise aujourd'hui en termes de bonheur, en termes de relaxation. On ne peut plus faire comme McDonald's a fait il n'y a encore pas très longtemps. Le bonheur pour vous, c'est quoi et essayer de le cadrer dans un bonheur à l'américaine ou autre. Voilà, on doit repenser à chaque instant, et c'est ce que fait la communication du Club Med. Absolument, absolument. On parle bonheur. Alors, vous m'avez conseillé un titre, Jérôme, un titre de rock chinois, Car Sick Cars.